L'injection de dépendance, alors c'est quelque chose qui est au cœur d'Angular, et pourtant, dans beaucoup de projets, c'est quand même quelque chose qui est assez sous-exploité, sous-utilisé. Donc dans cette présentation, j'aimerais vous présenter différents cas d'usage, que vous pourrez rencontrer sur tous vos projets, et pour vous montrer différentes façons de l'utiliser pour simplifier vos développements et vos tests. Donc déjà, quand on parle d'injection de dépendance, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement le fait de déléguer la récupération ou la création d'une dépendance à un élément externe. En l'occurrence, ici, ça va être Angular. Le cas d'usage classique qu'on peut rencontrer, et je pense que tout le monde dans cette salle a dû le voir, c'est typiquement qu'on va avoir besoin d'un service pour pouvoir appeler des endpoints de notre back-end. Et pour que ce service soit disponible dans toute l'application, on va passer par un @injectable avec un provided in route. Et en fait, grâce à ça, partout depuis notre application, on va pouvoir injecter notre service pour pouvoir s'en servir grâce à la méthode inject qui est mise à disposition par Angular. En fait, la méthode inject, vous allez juste devoir lui passer en paramètre l'identifiant de votre dépendance. Et pourquoi est-ce que je parle d'identifiant ? Parce qu'en fait, sous le capot, les dépendances, vous pourriez très bien les renseigner manuellement. Typiquement ici, dans le app config, vous avez un tableau de provider, et chaque entrée, ça va être la dépendance que vous allez mettre à disposition. Donc à chaque fois, on a à peu près le même format, c'est qu'on va avoir un provide, et derrière, on va pouvoir lui passer un identifiant. Donc ça peut être un service, comme on a avec le invoice service qu'on a utilisé précédemment, mais ça peut aussi être par un injection token, si jamais vous avez besoin plutôt de passer une valeur. Donc typiquement, un objet pour une configuration, ou ici, ça pourrait être la durée d'un timeout. Donc ça, c'est vraiment les deux types d'identifiants pour identifier une dépendance. Et si jamais vous avez besoin de passer par un token d'injection, et vous voyez juste au-dessus, vous avez juste à instancier la classe injection token, préciser le type de données qui va être contenu à l'intérieur, et une chaîne de caractères qui va servir d'identifiant. À partir du moment où vous avez défini du coup votre identifiant dans le provide, vous avez aussi différentes manières de venir alimenter votre dépendance. Donc typiquement, il y aurait useClass, ça revient juste à instancier ici votre service. Mais si on a besoin de passer par une valeur, typiquement, on pourrait passer par un useValue. Et si vous avez besoin de faire des traitements un peu plus dynamiques ou d'avoir accès à un contexte d'injection, eh bien, vous pouvez passer par un useFactory, en fait, qui vous permet de travailler avec une fonction et vous pourrez faire vos traitements à l'intérieur. Vous voyez qu'ici, le provide invoice service et useClass invoice service, ça peut être un peu redondant. Donc en fait, si vous voulez mettre à disposition une classe au niveau de votre provider, vous pouvez directement la renseigner. Et derrière, en fait, ce que vous pouvez voir, c'est que peu importe que votre dépendance soit un token d'injection ou alors une classe, vous allez pouvoir vous en servir de la même façon partout dans votre application, encore une fois, grâce à la méthode inject. Il y a un autre concept à avoir en tête quand on travaille avec les dépendances comme ça, c'est qu'il y a un système de hiérarchie. Peut-être qu'à la racine de notre application, je vais venir définir la durée de mon timeout à 5 secondes, mais j'ai la possibilité de le surcharger. Donc, par exemple, ici, dans le composant parent, pour utiliser une valeur de 2 secondes. Ce qui fait que derrière, si jamais j'essaye d'injecter cette dépendance dans un élément enfant, eh bien en fait, Angular va remonter la hiérarchie jusqu'à trouver un endroit où la dépendance va être définie. Ce qui fait que dans ce contexte-là, je vais récupérer un timeout de 2 secondes. Par contre, si jamais je ne l'avais pas surchargé, eh bien, je vais remonter automatiquement toute ma hiérarchie et on va récupérer la config qui est définie en fait à la racine. Donc ici, ça vaudra 5 secondes. Donc, je me présente, je m'appelle Arthur Henluc, donc je suis lead dev front-end et principalement je travaille sur Angular. Et si je vais vous parler de ce sujet aujourd'hui, c'est parce que l'injection de dépendance, c'est vraiment un concept qui a profondément changé la façon dont je conçois, développe et teste mes applications. Et du coup, c'est simplement pour ça que je vais vous partager ça aujourd'hui pour que ça puisse être utile à vous aussi. Donc, cette présentation, ça sera principalement autour de cas d'usage que vous pourrez rencontrer sur n'importe quelle application, sur tous vos projets, en fait, de vous proposer des façons de vous servir de l'injection de dépendance. Le premier cas, typiquement, ça va être pour charger une configuration de façon dynamique. Alors, nativement, Angular permet de récupérer la configuration comme ça par environnement, mais le problème, c'est que c'est quelque chose qui est lié au build. Et donc, si vous voulez changer cette configuration, ça va vous forcer à rebuilder l'application, à la redéployer, et du coup, ça peut rajouter de la charge. Ce qui serait assez pratique, ça serait de pouvoir charger dynamiquement cette configuration, par exemple lorsqu'on va recharger la page. Comme ça, si on veut juste changer une configuration à la volée, il suffit de faire un refresh, ça serait appliqué automatiquement. Quel genre de configuration est-ce qu'on pourra avoir ? En fait,
un peu tout. Je pense que l'exemple le plus fréquent, ça serait tout simplement de conditionner l'URL pour appeler nos différents endpoints, parce qu'en fonction de l'environnement, on ne va pas appeler les mêmes backends. Donc déjà, puisqu'on veut mettre à disposition une dépendance, ce qu'on va devoir faire, ça va être de rajouter une entrée au niveau des providers du app-config. Là, il y a pas mal de code, mais on va prendre ça petit à petit. Déjà, puisqu'on veut exposer une dépendance, on aura besoin de l'injecter partout dans l'application. En l'occurrence, ici, ça va être un objet qui va contenir notre configuration. Donc, ce que je vais commencer par faire, ça va tout simplement être déclarer un token d'injection, donc je dis de type custom config, du coup, qui va venir contenir à terme la configuration que je vais récupérer. D'ailleurs, puisqu'il y a un peu de logique, je trouve ça intéressant de pouvoir le scoper dans une méthode. Et dans cette méthode, je vais commencer par déclarer ici, du coup, une propriété config qui à terme viendra contenir cette configuration. Et je vais venir retourner un make environment provider. Ce que je vous ai dit au début, c'est que vous avez la possibilité de surcharger une dépendance au niveau des composants, mais cette configuration, elle est vraiment liée à l'instanciation de votre application. Donc, ce n'est pas quelque chose qui devrait être surchargé par la suite. On veut vraiment l'appeler au plus haut niveau. Et donc là, ça va tout simplement vous permettre de vous assurer que ça sera le cas. Ensuite, ce que je vais faire, donc ligne 8, je vais venir lire le contenu d'un fichier config.json, récupérer le contenu et l'affecter à la variable qu'on a créée juste au-dessus. Donc le problème, c'est que ça, c'est un traitement qui est asynchrone et potentiellement, cette configuration, je pourrais en avoir besoin pour instancier d'autres choses lorsque je vais instancier mon application. Et donc, j'ai besoin que vraiment ce bout de code, ce traitement soit terminé avant de passer à la suite de l'instanciation de l'application. Et c'est pour ça que je vais passer par un provide app initializer. Du coup, une fois que je vais avoir récupéré ma config, je vais pouvoir passer en fait, dans la suite. Et ligne 10, ici, j'ai plus qu'à venir rajouter une entrée. En provide, je vais venir lui passer mon config, qui est le token action qu'on a alimenté juste au-dessus. Et du coup, venir lui affecter la valeur avec le config qu'on a récupéré précédemment. Ensuite, j'ai juste à appeler ma méthode provideConfig au niveau des providers de mon application. Et automatiquement, je vais pouvoir avoir accès ici donc, à ma dépendance. Donc, ligne 4, typiquement, dans une gateway, eh bien, je pourrai accéder à la propriété API base URL pour pouvoir contacter mon backend et que ça soit dynamique en fonction de l'environnement. Maintenant, j'aimerais vous parler d'un deuxième cas d'usage. C'est si vous voulez afficher des logs en dev, mais les masquer en production. Alors, on le sait, du coup, loguer des informations, c'est une bonne pratique parce que ça peut apporter plus de contexte à votre application. Mais d'un autre côté, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on va apparaître en production. Parce que votre utilisateur, il n'est pas censé avoir accès à ces informations et ça peut aussi polluer la console plus qu'autre chose. Ici, on pourrait imaginer avoir deux implémentations d'un logger. Donc, à gauche, on pourrait avoir un console logger. Et lorsqu'on va appeler cette méthode log, ça fera un console.log classique, comme on ferait sur n'importe quelle application. Et typiquement, on pourrait utiliser ce type de logger dès qu'on va être en dev ou si on va afficher log. D'un autre côté, dès qu'on va être en production ou alors qu'on va vouloir les masquer, on pourrait plutôt vouloir utiliser un no-op logger, ce qui fait qu'en fait, on va toujours appeler la même méthode log, mais cette fois, il n'y aura aucun traitement qui va se faire. Donc, automatiquement, ça n'affichera rien dans la console. Et vous voyez que ces deux classes, elles étendent d'une classe logger. Cette classe logger, c'est simplement une classe abstraite qui va déclarer une méthode log. Alors, en fait, cette classe, elle a plutôt un rôle d'interface et ça peut en faire ticker, je pense, plusieurs dans la salle. Mais ce que je vous ai dit au début, c'est que pour pouvoir définir une dépendance et la renseigner au niveau du provide, vous devez renseigner soit un token d'injection, soit une classe. Et du coup, si ici on renseigne une interface, ça nous forcerait à déclarer un token d'injection. Et donc là, le fait de passer par une classe abstraite, c'est un petit hack, mais derrière, ça va simplifier l'usage. Parce que typiquement, vous voyez qu'ici, le logger, eh bien, je vais pouvoir m'en servir dans mon entrée dans les providers de ma config. Dans le provide, je vais y passer mon logger, qui est ma classe abstraite. Et derrière, je vais pouvoir passer par un use factory. Grâce au use factory, je vais être dans un contexte d'injection. Et typiquement, je vais pouvoir récupérer la configuration qu'on a alimentée au cas d'usage précédent. Et derrière, en fonction de la configuration de mon environnement, si je dois afficher les logs, j'ai plus qu'à passer l'implémentation au console logger. Et sinon, j'ai juste à passer le no-op logger. Et ce qui est intéressant avec cette approche, c'est que partout dans votre application, vous avez juste à faire un inject logger, donc qui est en fait ce que vous avez défini au niveau du provide et votre classe abstraite. Et pour pouvoir vous en servir, vous faites juste un logger.log avec votre message.
Ce qui est intéressant avec cette approche, c'est que vous voyez que ici, en fait, vous êtes totalement dans votre application. On va se concentrer sur le comportement, à savoir de loguer une information, mais absolument pas de savoir comment est-ce que c'est implémenté. Ça, c'est plutôt de la configuration qui va être définie au niveau des providers. Un troisième cas d'usage, du coup, qui est de simuler la date du jour. C'est un cas d'usage qui est ultra pratique, qui est très simple à mettre en place, et pourtant, je le vois quasiment jamais sur les projets sur lesquels j'interviens. Imaginez que vous travaillez sur un écran où vous avez besoin de lister des factures. Et typiquement, ce que vous allez avoir comme besoin ici, c'est que vous voulez pouvoir afficher un état en fonction de votre facture, mais cet état, il va être conditionné par plusieurs éléments. Est-ce que la facture a été payée ou non, par rapport à la date d'échéance, par rapport à la date du jour. Et donc, rien que pendant que je fais mon développement en dev, il faut bien que j'ai accès aux bonnes données pour pouvoir tester ces différents cas. Donc la première chose qu'on pourrait se dire, ça serait que il suffit d'aller modifier la date d'échéance en base de données, et comme ça, je peux modifier et j'ai toute l'année que je veux. Le truc, c'est qu'en fonction du contexte de votre projet, peut-être que vous n'allez pas avoir accès à la base de données, et du coup, vous n'allez pas pouvoir faire. Deuxième, en fonction, encore une fois, du contexte, de la complexité de votre projet, peut-être que modifier un champ en base, donc ici la date d'échéance, ça pourra avoir d'autres répercussions partout dans l'application, et donc ça ne peut pas se faire aussi facilement. Moi, l'approche que je peux vous proposer ici, ça serait plutôt que de faire varier la donnée au niveau du modèle, ça serait de faire varier la date du jour, parce qu'à partir du moment où on peut faire varier cette date, vous allez être en mesure de pouvoir tester tous les cas d'usage. Et l'avantage, c'est que c'est quelque chose qui est entièrement local. Donc, vous ne risquez pas d'impacter le reste de votre application et de potentiellement casser. Donc, ce qu'on va commencer, ça va être par créer une classe abstraite date provider. Et on pourrait imaginer tout simplement implémenter une méthode, déclarer une méthode now qui va nous renvoyer une date. Sur la même logique qu'on avait avant avec les deux, on peut avoir deux implémentations. Une première implémentation système date provider qui va nous renvoyer une nouvelle date dès qu'on appelle la méthode now. Donc ça, c'est un peu comme on le ferait, je pense, dans les applications de tous les jours. Et derrière, on pourrait imaginer avoir un fake date provider. Et dans cette implémentation, on va stocker du coup une propriété today qui va contenir la date à laquelle on veut simuler qu'on soit. Et dans la méthode now, on va tout simplement retourner cette variable qu'on aura alimentée précédemment. Comment est-ce que je peux me servir de ça? Au niveau de la configuration de mon application dans les providers, j'ai plus qu'à rajouter une nouvelle entrée. En provide, je vais lui passer mon date provider, donc qui est la classe abstraite. Et par défaut, je vais pouvoir instancier un new system date provider. Ce qui fait que, par défaut, dans mon application, quand je vais appeler la méthode now, ça va me retourner en fait une nouvelle date. Maintenant, sur le composant sur lequel je suis en train de travailler, sur lequel j'ai besoin de lister ces factures, eh bien, je vais pouvoir venir surcharger ce date provider et en valeur, en fait, je vais lui instancier un new fake date provider, mais je vais aussi en profiter pour venir initialiser à la date en fait, dont j'ai besoin. Ce qui permet ici très facilement, je peux dire que là, je vais simuler que je suis le 24 mai 2025. Si vous voulez changer une nouvelle date, il y a juste à changer ici et il n'y a aucun impact dans le reste de l'application. Encore une fois, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de l'utilisation dans votre application, pour récupérer la date, ligne 9, vous voyez, j'ai juste à faire inject dateprovider.now et c'est totalement transparent au niveau de l'application. Donc ça, c'est bien parce que ça permet de simplifier en fait, et de nous faire gagner du temps pendant qu'on fait nos développements. Mais si on en profitait pour simplifier les tests. Parce que typiquement, dès qu'on fait un new date dans les tests, ça va toujours poser problème parce que en fait, le test ne sera pas reproductible et à chaque fois, ça va renvoyer une nouvelle valeur. Donc, si on pouvait s'en servir pour figer les cas de tests, il y aurait vraiment des tests qui sont plus simples à écrire et qui ne vont pas casser à chaque fois parce qu'on serait une autre date, par exemple. Dans mon fichier de test, vous voyez que, ligne 2, je vais tout simplement commencer par définir un date provider. Et avant chacun de mes tests, je vais commencer par instancier un new fake date provider. Et cette variable, eh bien, je vais m'en servir pour alimenter la dépendance au niveau du configure testing module, donc ligne 10. Au niveau du provide date provider, je vais faire un use value pour lui passer le date provider qu'on a alimenté juste au-dessus. Ce qui fait qu'à chaque fois que je vais passer dans mon code pendant mon test, j'aurai entièrement la main parce que je vais lui passer un date provider. Et ce qui est hyper pratique avec cette approche, c'est que, imaginons que vous ayez un test sur lequel vous voulez vous assurer qu'on va récupérer uniquement les factures qui arrivent à échéance dans les 2 prochains jours. Eh bien, je vais commencer par initialiser le contexte de mon test en appelant dateprovider.withToday, exactement comme on ferait en fait quand on a travaillé au niveau de notre composant. Et derrière, j'ai plus qu'à écrire le contexte de mon test avec mes différentes dates d'échéance et à faire mon insertion. Donc ici, vous voyez que c'est assez pratique à utiliser parce qu'au final,
on peut vraiment réutiliser le même code entre la phase de dev et la phase de test. C'est géré du coup nativement à Angular puisqu'il y a un système d'injection de dépendance et du coup ça vous permet vraiment d'y avoir accès très facilement et il n'y a pas besoin de librairie, de mock, tout ce que vous voulez. C'est très simple à comprendre et à écrire. Maintenant, il y a un dernier cas d'usage qui est un peu plus costaud mais qui est hyper intéressant, c'est de pouvoir développer sans dépendre du back-end. Alors typiquement, cette approche, en fait, elle a plusieurs intérêts. Le premier, c'est que vous n'allez pas avoir de dépendance avec une autre équipe. Si jamais vous travaillez avec quelqu'un qui s'occupe du back et peut-être que cette personne, enfin, l'équipe du back a du retard ou alors, je sais pas, ils sont malades, vous n'allez pas être bloqué parce que vous pouvez avancer entièrement de votre côté. L'autre avantage, c'est que vous allez pouvoir développer la feature à partir du front. Et vous avez beau avoir la meilleure US, la meilleure maquette possible, il y a forcément, d'expérience, il y a très souvent des besoins, des comportements qui vont émerger à partir du moment où vous avez l'application entre les mains et que vous pouvez commencer à jouer avec. Et donc l'avantage, c'est que puisque vous avez entièrement la main sur les données, vous allez pouvoir faire émerger ces cas et les prendre en compte plutôt que de faire des allers-retours avec des modifications côté front, côté back. Et du coup, ça vous permet de récupérer des premiers retours utilisateurs beaucoup plus rapidement. Parce que par définition, si vous pouvez mettre dans les mains de quelqu'un une application avec que le front et qui n'a pas encore besoin de développer le back, ça ira forcément plus vite parce qu'il y a une charge dev qui est moins importante. Donc ça, typiquement, c'est une capture d'écran que j'avais fait sur une de mes vidéos. Et donc c'est un écran de dashboard sur lequel j'ai besoin de lister des missions. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que sur ce dashboard, c'est un écran qui est entièrement fonctionnel. Et quand j'avais fait cette application, j'avais aucun back-end qui tournait. J'avais entièrement les données en local, et ce qui est ultra pratique, parce que ici, je pourrais par exemple rajouter des missions, vérifier que les graphes s'affichent bien, et je peux vraiment avoir la main sur toutes ces données, et donc tester tous mes cas d'usage. Donc, ce que je vais vous présenter ici, ça va être le workflow, typiquement, que j'aurai pour développer ce genre d'écran et vous montrer comment est-ce qu'on peut faire ça entièrement local. Et puis après, comment est-ce que je peux faire la bascule pour me brancher sur le back-end une fois que j'ai quelque chose qui est fonctionnel. Donc, la première étape, ça va être de récupérer et d'afficher les missions. Donc ici, je vais commencer par déclarer une dashboard gateway, qui serait tout simplement en fait une classe abstraite dans laquelle je vais avoir tous les comportements liés à ma fonctionnalité du dashboard. Dans cette gateway, je vais venir déclarer une méthode retrieveMission qui va me retourner un observable avec un tableau mission, exactement en fait comme j'aurais si je venais faire appel à mon back-end aujourd'hui sur n'importe quelle application. Ensuite, je vais commencer par créer une implémentation en mémoire. Et le but de cette implémentation, ça va vraiment être de simuler que les missions qui me sont retournées par ma gateway, en fait, sont celles que j'aurais spécifiées. Donc, comme on l'avait pour le data provider, je vais avoir une propriété mission dans laquelle je vais pouvoir stocker mes missions. Et dans le retrieve mission, je vais tout simplement retourner un observable avec ces missions qu'on aura définies juste au-dessus. Donc là, juste un cas d'usage un peu différent. Je ne travaille pas sur un composant, mais au niveau d'un store. Vous allez voir qu'au final, c'est le même comportement à chaque fois. Ligne 3, je vais commencer par injecter mon dashboard gateway pour y avoir accès. Et derrière, dans mon store, je pourrais imaginer avoir une méthode qui va s'occuper de récupérer les missions. Mais le seul truc qu'elle va faire, c'est qu'elle va venir appeler la méthode retrieveMission de ma gateway. Et avec le résultat, je vais venir mettre à jour mon état pour pouvoir l'afficher par la suite. Ce qui est intéressant de noter ici, c'est qu'encore une fois, on n'a aucune idée de l'implémentation. Je pense que si vous étiez sur un vrai back-end, vous aurez quelque chose qui ressemblerait vraiment à ça. C'est absolument transparent. D'ailleurs, puisque je travaille en local et que je n'ai pas encore de back-end, il faut bien que je renseigne ma dépendance. Donc, au niveau de mes providers du app.config, je vais renseigner mon dashboard gateway. Je vais venir lui instancier un in-memory dashboard gateway. Et ici, j'ai entièrement la main, sur les missions que je vais vouloir utiliser. Donc, ce qui me permet de tester tous mes cas d'usage. Et c'est assez pratique pour ça. Mais encore une fois, on oublie les tests. Et je pense que vous allez voir quelque chose qui est assez similaire. En fait, exactement comme on avait pour le data provider au-dessus. Dans mon fichier de test, je vais venir définir mon dashboard gateway. Avant chacun de mes tests, je vais venir l'instancier avec une implémentation en mémoire. Et je vais juste passer cette implémentation dans les providers, dans le configure testing module. Encore une fois, c'est la même approche au niveau unitaire. Donc, ce qui est assez pratique, c'est que là, je vais tout simplement pouvoir renseigner le contexte de mon test. En l'occurrence, j'ai spécifié les missions qui devraient être retournées par ma gateway. Je vais pouvoir initialiser mon store, faire mon appel à la mission, et derrière, faire mon insertion pour s'assurer que je vais bien, en fait, dans mon store, avoir les données qui m'ont été retournées. Donc ça, c'est assez intéressant parce qu'encore une fois, vous allez mutualiser le code entre votre développement et vos tests. Il n'y a pas besoin de librairie, de mock, de test. C'est quelque chose qui peut être fait du coup entièrement nativement. C'est très simple à comprendre. Et en fait,
vous avez les mêmes workflows à chaque fois. Donc maintenant, il y a un deuxième contexte, c'est pour pouvoir ajouter une mission. Et c'est un contexte qui est un peu différent parce qu'on ne va pas juste être en lecture. Ici, on va devoir interagir avec le back-end pour pouvoir créer un élément. Donc je vais commencer par venir rajouter une méthode admission dans ma gateway. Et l'idée, ça serait que lorsque je vais soumettre le formulaire, si jamais j'avais un back-end, par exemple, ça viendrait me créer la mission et ça me la retournerait. Maintenant, une problématique, c'est comment est-ce que je peux éviter de dupliquer la logique du back? Parce qu'en fonction de votre application, vous allez peut-être avoir du coup ça peut être complexe, il y a des impacts au niveau du modèle, et nous, ce qu'on veut, c'est pas reprendre cette complexité. En fait, l'idée, c'est que je vais absolument pas chercher à la reprendre, mais je vais encore être dans cette logique de simuler un comportement. Et comme on a fait pour la mission, je vais simuler la mission qui me serait retournée par ma gateway dans cette situation, ce qui fait que dans le admission, j'ai plus qu'à retourner une variable que j'aurais alimentée précédemment. Si je reviens au niveau du signal store, enfin de mon store de manière générale, je pourrais imaginer avoir une méthode admission. Je vais juste devoir appeler ma gateway, donc la méthode admission qu'on vient de définir. Et avec ce résultat, j'ai plus qu'à concaténer du coup ma nouvelle mission avec les missions existantes. Au niveau des providers, donc de l'application, moi quand je travaille en local, là, je m'en fiche un peu du résultat. Ce que je veux, c'est juste avoir quelque chose qui fonctionne. Donc typiquement, de la même façon que j'ai défini le withMission, je pourrais appeler mon withSavedMission en lui passant ici une fausse mission et du coup me permet de tester rapidement mon comportement. Au niveau du test maintenant, c'est exactement la même logique qu'on avait que le cas précédent. On va juste avoir à appeler notre dashboard gateway.withSavedMission pour simuler la mission qui serait retournée par la gateway. On utilise le contexte de notre test, on appelle notre méthode et on fait notre assertion. Encore une fois, on a un workflow qui est similaire et on n'a pas forcément besoin de passer par des librairies de tests, de mock, et c'est très simple à comprendre. Et dernière étape, se brancher sur le back-end. Maintenant, vous avez pu du coup travailler en mémoire, donc c'est pratique. Vous avez pu avancer sur vos tests, tout marche bien. Par contre, il faut quand même se brancher au back. Et ce qui est génial avec cette approche, c'est qu'il n'y a aucun impact au niveau de votre application. La seule chose que vous allez à faire, c'est que de la même façon qu'on a créé une implémentation en mémoire, on va juste créer une implémentation HTTP Dashboard Gateway. Et dans cette implémentation, eh bien, on pourrait tout simplement imaginer passer par le HTTP client et la config qu'on a définie au premier cas d'usage, et on n'a plus qu'à appeler un different endpoint. Derrière, comment est-ce qu'on peut faire le branchement? Au niveau du app config, dans les providers, dans le du coup provide dashboard gateway, j'ai plus qu'à remplacer mon in-memory dashboard gateway par mon HTTP dashboard gateway. Et automatiquement, tout est fait et aucun impact au niveau de l'application. Donc maintenant, on a eu pas mal de cas d'usage, pas mal de concepts. Si on prend un peu de recul, on voit qu'on a toujours le même workflow, que ce soit au niveau du développement, que ce soit au niveau de vos tests unitaires. Et donc ça, c'est hyper appréciable parce que ça fait beaucoup moins de charge mentale quand vous êtes développé et c'est ultra agréable. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'en fait, on va faire de l'inversion de contrôle. Et l'idée, c'est vraiment qu'au niveau de l'application, on va mettre le focus sur le comportement et pas sur comment c'est implémenté. La façon dont on va implémenter les différentes gateways, c'est quelque chose qui va être plutôt la responsabilité de la configuration. Et donc, on va pouvoir déléguer ça au niveau des providers à la racine de l'application. Et du coup, ça va vous permettre de faire des itérations beaucoup plus rapides. Tout simplement parce que vous allez pouvoir développer plus rapidement, prendre des retours plus rapidement, même tester plus rapidement et plus facilement. Et du coup, vous allez pouvoir apporter plus de valeur plus rapidement à vos clients avec un moindre effort. Et il y a un dernier concept à retenir, c'est vraiment que l'injection de dépendance, ça ne concerne pas qu'Angular. En fait, c'est quelque chose c'est un concept qui est présent dans plein de librairies, techno, back comme front. Donc, tous les concepts et les cas d'usage que je vous ai présentés ici, vous pourrez avoir exactement les mêmes, peu importe votre application, peu importe votre projet. Donc, c'est ça qui est hyper intéressant avec ce concept. Je vous remercie pour votre attention.